Paieriez-vous 170 millions de dollars à l'un des trafiquants les plus notoires de ce siècle? La réponse évidente est non. Mais il y a en fait un milliardaire qui a vraiment viré cette somme colossale à un délinquant notoire. Nous allons voir exactement ce qu'il a obtenu en échange de cet argent. Mais avant cela, nous devons revenir à ce qui s'est passé le matin du 6 juillet 2019. Un homme est assis dans le bureau d'angle du 42e étage d'un gratte-ciel new-yorkais. À Wall Street, il est connu comme un négociateur impitoyable. Il est très riche et a des amis puissants. Mais Léon Black a un ami en particulier qui est aussi puissant qu'il est répugnant. Jeffrey Epstein. Urgent, Jeffrey Epstein, milliardaire, arrêté pour trafic sexuel. Derrière sa personnalité de milliardaire bien façonnée se cache un secret sombre. Un secret qui, s'il était révélé, pourrait tout détruire. Avançons jusqu'à aujourd'hui et son passé l'a peut-être enfin rattrapé. Jeffrey Epstein s'en est sorti avec ce qu'il a fait à cause de ceux qui figuraient dans son carnet d'adresses. Ce carnet d'adresses est appelé le petit carnet noir. Il contient des milliers de contacts, dont des personnalités de haut rang et de nombreux numéros pour Donald Trump ou Bill Clinton. C'est une carte d'influence qui relie Wall Street à Washington. Hollywood au fond spéculatif, tous gravitant autour du paradis insulaire d'un homme qui cache des horreurs indicibles. Mais tout cela est connu depuis longtemps. Il y a 7 ans, le petit carnet noir d'Epstein est apparu pour la première fois. Pourquoi l'affaire Epstein refait-elle surface? Résumons rapidement. En 2008, Epstein a été condamné pour sollicitation de prostitution d'une mineure. La plupart des hommes dans cette situation disparaissent du système carcéral pendant des années. Epstein, lui, non. Il a pris 18 mois, avec sortie de jour pour travailler depuis son quartier privé, retour à son manoir pour des réunions, puis cellule la nuit. La justice lui a simplement donné une tape sur les doigts. 10 ans plus tard, il est de nouveau arrêté. Mais cette fois, les accusations sont plus graves, plus vastes, à l'échelle industrielle. Trafic d'êtres humains. Epstein était accusé d'avoir mis en place un système d'exploitation dans ses résidences à Manhattan, Palm Beach et ailleurs. Ses victimes étaient recrutées pour servir Epstein, ses amis, et pour recruter d'autres personnes dans ce cycle. Les détails sont largement couverts dans d'innombrables vidéos YouTube ou documentaires Netflix. Mais voici ce qui importe maintenant. D'abord, le département de la justice détiendrait apparemment une quantité énorme de dossiers non publiés. Les dossiers Epstein sont au centre de l'attention dans la récente querelle entre Elon Musk et Donald Trump. Il est temps de lâcher la véritable bombe. Donald Trump figure dans les dossiers Epstein. C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Bonne journée, Donald Trump. Il persiste et signe. Et il dit « Marquez ce message pour l'avenir. La vérité finira par éclater. » Les documents sont tellement précieux et explosifs que même le président des États-Unis n'a pas pu rester silencieux à ce sujet. Ces dossiers comprendraient prétendument des milliers d'images et de vidéos, certaines mettant en scène des mineurs, ainsi que le fameux carnet noir d'Epstein, des preuves d'abus, des preuves d'association. Et pourtant, voici le deuxième point, celui qui brûle le plus fort. À part Epstein lui-même et sa complice de longue date Ghislaine Maxwell, personne d'autre n'a fait l'objet de poursuites pénales, pas un seul. Concrètement, cela signifie que tout ce trafic humain n'aurait profité qu'à Epstein lui-même. Les fêtes, l'île, les jets privés étaient là pour un seul spectateur, et non pour quiconque figurant dans le fameux carnet noir. Cela nous mène à Léon Black. Et aux questions qui ne disparaissent pas. Et pourquoi quelqu'un paierait-il 170 millions de dollars à un prédateur condamné? Qui a vraiment permis au système Epstein de perdurer?
Cette histoire ne concerne pas seulement Epstein ou Léon Black. Il s'agit de la machine qui l'a rendu intouchable. Pour aller au fond des choses, il faut remonter dans le temps. Parce que Léon Black a déjà été proche de vastes organisations criminelles. Il n'en était pas à sa première fois dans l'ombre. La vie de Léon Black paraît digne d'un conte. De nombreuses personnes influentes et privilégiées travaillent dans la finance. Une chose que la plupart de ces personnes ont en commun, c'est leur éducation. Des écoles prestigieuses, des événements très en vue et des vacances luxueuses. Et c'est aussi le cas pour Léon Noir. Né dans la richesse, Léon profite d'une vie de privilèges, d'opportunités et de plaisir. Mais l'histoire de sa vie, apparemment parfaite, est sur le point de prendre une tournure sombre. Par un froid matin de février, un homme se rend à son bureau dans l'imposant immeuble Pan Am. Mais dans seulement 10 minutes, il sera mort. À 8 heures, il rejoint seul les bureaux exécutifs de United Brands dans les couloirs silencieux. Il rejoint son bureau d'angle au 44e étage. Bien qu'il soit à la tête d'une grande entreprise, la pièce est modeste, à l'image de l'esprit brisé de l'homme. Il a récemment acquis United Brands, espérant lui redonner sa gloire d'antan. Mais au lieu de cela, les pertes de l'entreprise sont devenues incontrôlables. Alors que le poids de ses échecs devient insupportable, l'homme se tient à la fenêtre, regardant la ville loin en contrebas. La ruine financière l'attend. Soudain, il frappe la vitre avec sa mallette, brisant le silence. Il grimpe sur le rebord et saute. 44 étages plus bas, son corps s'écrase au sol. Cet homme était Eli Black, le père de Léon Black. La mort prématurée de son père affecte profondément Léon. Alors que Léon lutte pour accepter l'immensité de sa perte, il ressent le poids de la responsabilité qui pèse sur lui. Léon Noir réalise maintenant qu'il est l'homme de la famille, et il sait ce qu'il doit faire désormais. Au lieu de laisser son chagrin le consumer, il le transforme en moteur de réussite. Il sait qu'il doit réussir non seulement pour lui-même, mais aussi pour son père. Il va bâtir un empire financier qui bouleversera l'industrie. Une société de capital investissement qui rivalisera avec Blackstone, un autre puissant empire financier que vous connaissez peut-être. Et à l'image de Blackstone, l'empire de Léon Noir utiliserait les tactiques les plus extrêmes pour atteindre ses objectifs. Certaines de ces tactiques allaient plus tard le confronter à l'un des prédateurs les plus notoires du siècle. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme, Léon est embauché par Michel Milken, le roi des obligations pourries, pour travailler chez Drexel Burnham Lambert. Qui était ce joueur de flûte du papier d'entreprise, ce roi des obligations pourries? Notre icône du jour est Michel Milken, classé parmi les 75 personnes les plus influentes du XXIe siècle. Les obligations pourries étaient déjà démodées à notre naissance, car Wall Street avait inventé d'autres moyens pour arnaquer l'Amérique moyenne. Mais concentrons-nous rapidement sur ce qu'est réellement une obligation pourrie. Une obligation pourrie est simplement une obligation à faible notation, à haut rendement et à taux d'intérêt élevé, où vous financez une entreprise en échange, disons, de 100 $ et l'entreprise accepte de vous rembourser, disons, à un taux d'intérêt de 13 ou 14 %, contrairement, par exemple, aux 8 % que vous pourriez obtenir sur un certificat de dépôt bancaire, mais là, vous n'avez aucune assurance dessus. Avec une obligation pourrie, vous n'avez pas le même type de qualité de crédit qu'une entreprise comme Coca-Cola ou Walmart pourrait vous offrir. Michael Milken excelle dans ce domaine. Il connaît les tenants et aboutissants du marché des obligations pourries, comme sa poche, et il a un talent pour identifier les entreprises sous-évaluées avec un potentiel de croissance explosive. Léon commence comme associé au département des fusions et acquisitions, mais son esprit acéré et son ambition sans relâche le propulsent au sommet de l'entreprise en tant que directeur général. Mais c'est aussi cette ambition qui provoquera plus tard sa chute. Pour l'instant cependant, il travaille en étroite collaboration avec Milken et est considéré comme son bras droit. Léon ne peut s'empêcher d'être captivé par Michael Milken. Dans le secteur de la finance, avoir un mentor solide fait toute la différence entre le succès et l'échec.
De nombreux jeunes protégés à Wall Street avaient de bons mentors, mais en découvrant la vérité sur leur succès, ils cessent parfois de les respecter. C'est différent pour Léon. Il est fasciné par le succès de Milken et il voit le potentiel d'énormes profits sur le marché des obligations pourries. Mais à mesure qu'il est happé par l'orbite de Milken, absorbant ses enseignements comme une éponge, Léon commence à voir les frontières entre le légal et l'illégal devenir floues. Et Léon Noir se rend vite compte qu'un grand succès a un prix. En 1986, Michael Milken et son équipe chez Drexel Burnham Lambert s'apprêtent à réaliser l'un des plus grands coups de l'histoire de Wall Street. La cible n'est autre que Béatrice Aliments, un conglomérat gigantesque avec un portefeuille de produits alimentaires et de biens de consommation, des produits dont chaque Américain a besoin. C'est une cible d'acquisition parfaite. Les sociétés de capital investissement empruntent massivement pour acquérir des entreprises. Et les rachats avec effet de levier sont souvent fructueux. Quand les prophéties viennent de suppression d'emplois, cette stratégie bien connue enrichit les investisseurs mais pèse sur les travailleurs de la classe moyenne. Mais si cette entreprise nouvellement acquise ne génère pas assez de revenus pour rembourser la dette, les conséquences en peuvent être catastrophiques. C'est un jeu à haut risque et haute récompense, réservé aux plus courageux. À la tête de cette opération risquée se trouve Léon Black lui-même. Il est totalement concentré sur le fait de gagner autant d'argent que possible pour les clients de Drexel. Leur destin repose entre ses mains. Alors qu'il cherche les meilleures opportunités d'investissement et négocie des conditions favorables, le temps presse et la pression monte. Cependant, Black reste calme et posé tout en travaillant sans relâche pour s'assurer que tout se déroule comme prévu. Enfin, après des semaines de négociations intenses et de nuits blanches, l'accord est conclu. Ainsi, Béatrice Foods est désormais entre les mains de ses nouveaux propriétaires. Cet accord consolide la réputation de Drexel Burnham Lambert en tant qu'acteur majeur dans le monde de la finance à enjeux élevés. Mais pour Black, le succès de l'accord avec Béatrice Foods n'est que le début. Il a solidement établi sa réputation de négociateur et vise désormais des projets encore plus grands et plus audacieux. Il veut prouver qu'il est véritablement l'un des plus grands génies financiers de sa génération. Mais Black est loin de se douter que sa victoire chèrement acquise est sur le point de s'effondrer comme un château de cartes. Michael Milken n'est pas du genre à suivre les règles. Pour lui, la fin justifie toujours les moyens. Mais les piliers du puissant empire de Milken s'effondrent déjà sous le poids de leur propre corruption et Léon Black se retrouvera bientôt au cœur d'une tempête déchaînée. Le 12 mai, Denis Levine, directeur général du département F et A de Drexel, est inculpé de délit d'initié. En 1985, Levine a réalisé des transactions grâce à des informations privilégiées sur les actions Nabisco. En passant 2 coups de fil, j'ai gagné près de 3 millions de dollars et c'est ça qui a tout déclenché. C'était ça, la folie de tout ça. Ce n'était pas si difficile. Tu deviens plus audacieux, c'est plus facile, tu gagnes plus d'argent et ça s'auto-alimente. Et avec le recul, j'ai réalisé que j'étais malade, que c'était devenu une addiction, que je vivais pour l'euphorie de faire ces transactions, de conclure la prochaine affaire, de faire la plus grosse affaire. Levine plaide coupable à 4 chefs d'accusations criminelles et fournit des informations aux autorités impliquant son partenaire Ivan Boesky dans des activités illégales similaires. Ivan Boesky, figure majeure du scandale de délit d'initié de Wall Street, a enfin comparu au tribunal. Il a gagné des centaines de millions de dollars en achetant et en vendant des actions dans des entreprises juste avant qu'elles ne soient rachetées. Boesky a utilisé des informations privilégiées. Après avoir payé une amende, il risque maintenant la prison. Ivan Boesky, le visage sombre, est entré aujourd'hui au palais de justice fédérale de Manhattan. Dans le cadre d'un accord avec les procureurs, il a reconnu avoir donné de fausses informations à la Commission des valeurs mobilières.
Face à un accord clair, Boesky livre à la Securities and Exchange Commission le cerveau de l'opération, Michael Milken. Boesky, menacé de lourdes peines de prison, conclut un accord avec les procureurs. Cela comprend accuser Milken d'actes répréhensibles. Muni des informations fournies par Boesky, la Securities and Exchange Commission lance son enquête sur Milken. Alors que l'enquête s'intensifie, Léon Black se retrouve dans une situation éprouvante pour les nerfs. La carrière prometteuse de Léon est au bord de la destruction, les médias le poursuivant sans relâche. Chacun de ses gestes est scruté alors qu'il lutte pour sauver sa réputation, sa fortune et sa liberté. La menace de prison rend les enjeux plus élevés que jamais. En mars 1989, un grand jury inculpe Milken de 98 chefs d'accusation criminels. Les chefs d'accusation incluent la conspiration, selon les lois sur le racket, la fraude à la vente de titres et le délit d'initié, ayant utilisé des informations privilégiées pour profiter au détriment d'autres investisseurs. 3 ans après le début de l'enquête, son avocat a annoncé qu'il négocierait un accord de plaidoyer. Milken a également accepté de payer 600 millions de dollars en amende et en dédommagement. La durée de son incarcération dépendait du juge. Elle a choqué Milken et bouleversé Wall Street en lui infligeant une peine de prison de 10 ans. Léon Black observe avec horreur son mentor et ami Michael Milken être menotté et emmené en prison. Léon Black ne le sait pas encore, mais ce ne sera pas la dernière fois qu'il verra quelqu'un de proche disparaître derrière les barreaux d'une cellule de prison. Milken plaide coupable à 6 chefs d'accusation criminelle et est condamné à 10 ans de prison. Une punition sévère pour un homme qui a été au sommet pendant si longtemps. L'ancien géant Drexel Burnham Lambert s'effondre et part en fumée, consumé par les flammes du scandale et de la corruption. Il était une fois, dans les années 80, 4 hommes qui ont presque détruit Wall Street. Qui étaient-ils? En bas, Tony Levin, banquier d'investissement, est accusé par la Securities and Exchange Commission d'avoir gagné 12,6 millions de dollars via le délit d'initié. Ensuite, Martin Siegel, puis il y avait son complice Ivan Boesky. Enfin, il y avait Michel Milken, roi des obligations pourries. La question de l'innocence de Léon Black dans le scandale Milken demeure complexe et non résolue. Bien que Léon Black n'ait pas été impliqué dans des activités illégales liées au scandale, il a travaillé en étroite collaboration sous l'aile de Milken, et beaucoup se demandent s'il est un homme d'affaires astucieux et calculateur qui sait comment marcher sur la ligne sans jamais la franchir. Certains estiment que l'intérêt de Black pour l'aspect commercial a peut-être dissuadé Léon de participer aux activités illégales de Milken et ses associés. Cela reste l'un des mystères les plus discrets de Wall Street. Black était-il complice de l'empire criminel de Milken ou simplement assez malin pour l'éviter? Pour l'instant, cependant, Black se concentre sur la prochaine grande opportunité. Malgré l'effondrement, Léon Black refuse de se laisser freiner. Il renaît des cendres de la faillite de Drexel avec une détermination farouche, bien décidé à reconstruire et à retrouver sa place de titan de l'industrie financière. Léon Black est maintenant en mission pour créer l'une des plus grandes institutions financières, Apollo Global Management. Léon Black, accompagné d'autres anciens employés de Drexel, Joshua Harris et Mark Rowan, complotent pour bouleverser à jamais le paysage du capital investissement. Animé par une soif insatiable de richesse et de pouvoir, ils fondent Apollo Global Management en 1990. J'ai passé 13 ans chez Drexel Burnham Lambert, une véritable fusée, allant partout dans l'univers. Puis la dernière année a été un désastre lorsque la fusée s'est écrasée et a brûlé. De ces cendres, mes partenaires et moi avons fondé Apollo environ 4 mois après la faillite de Drexel. Aujourd'hui, Apollo est réputé pour être l'une des firmes les plus impitoyables de la haute finance, incarnant l'essence même de Wall Street et du capital investissement. Audacieuse, effrontée, impitoyable.
Le début des années 1990 est une période de bouleversement dans l'économie américaine, alors que le pays lutte pour sortir d'une profonde récession. C'est dans ce climat que Léon Noir rencontre pour la première fois Jeffrey Epstein. Pas en salle de réunion ni autour d'une table de négociation, mais en ami. À ce moment, Epstein est déjà bien plus qu'un financier. C'est un acteur social avec un réseau croissant de contacts puissants. Depuis 1988, il s'impose comme consultant de l'élite, conseillant des clients à partir d'1 milliard de dollars. Certains de ses clients sont déjà des leaders mondiaux. Léon Noir n'en est pas encore là. Il est encore en train de gravir les échelons. Noir voit les années 90 comme sa période d'opportunité. Qu'il y avait beaucoup de situations sous-évaluées qui existaient à l'approche d'une récession, beaucoup de situations en difficulté avec des actifs de grande qualité. 2 mots, actifs en difficulté. Les parties abandonnées des entreprises qui ont traversé des périodes difficiles. Bonnes entreprises au mauvais bilan. Avec des prix au plus bas et des opportunités abondantes, la chasse est lancée pour Apollo, afin de transformer ces outsiders en gagnants. Il y avait tout simplement beaucoup de situations sous-évaluées où, si vous rachetiez la dette, vous gagneriez soit de l'argent sur la dette, soit vous finiriez par posséder les entreprises. 6 mois après l'effondrement de Drexel, Apollo lance le fonds d'investissement Apollo Limited Partnership. Le premier de ces fonds d'investissement en capital investissement, et Black et son équipe se sont lancés pour laisser leur empreinte dans le monde de l'investissement en difficulté. Armés de 400 millions de dollars d'engagement d'investisseurs, ils misent sur leur propre réputation et leur expertise pour transformer des entreprises en difficulté en mines d'or. Mais alors que le monde financier est encore sous le choc de la récession, peu de financements sont disponibles pour les nouvelles entreprises connues sous le nom de rachat avec effet de levier, mais Apollo refuse de se laisser freiner par les contraintes de la convention. Au lieu de cela, ils avancent avec une nouvelle stratégie audacieuse, la prise de contrôle par la détresse. Ils ciblent les titres les plus en difficulté déterminés à les transformer en l'affaire de leur vie. Mais leur véritable génie réside dans ce qui va suivre. En prenant le contrôle même des entreprises qu'ils avaient ciblées, à chaque nouvelle acquisition, ils deviennent plus forts, plus puissants et plus redoutés. Et à mesure que leur portefeuille s'élargit pour inclure des marques emblématiques comme Vail Resorts, Walter Industries et Culligan, le monde de la finance observe avec admiration, sachant qu'un nouveau roi est monté sur le trône. Mais la route vers le sommet n'est jamais facile. Et à chaque nouveau défi, Léon Noir doit prouver sa valeur et se battre pour sa place à la table. Apollo rachète des parts dans des entreprises financées par Drexel, en acquérant des obligations à haut rendement issues de caisses d'épargne, de prêts et d'assureurs en faillite. Leur dernière opération consiste en l'acquisition du portefeuille d'obligations de la compagnie d'assurance vie Executive Life, une décision qui peut faire ou défaire l'entreprise. C'est une décision risquée, mais Black et son équipe sont prêts à tenter leur chance. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ils doivent naviguer dans un réseau complexe de questions réglementaires et sous le regard attentif du gouvernement. Un faux pas et toute leur opération peut s'effondrer. Mais contre toute attente, Apollo sort victorieux. Ils achètent le portefeuille d'Executive Life et lorsque la valeur des obligations à haut rendement remonte enfin, ils récoltent les fruits de leur audace. L'opération Executive Life marque un tournant pour Apollo et assoit leur réputation d'investisseurs audacieux et couronnés de succès. Sont-ils la réincarnation de Drexel Burnham Lambert? Ils ont tiré de Drexel des éléments qui les ont aidés chez Apollo, devenu l'un des plus grands fonds de capital investissement au monde. Leur troisième fonds de capital investissement, Apollo Investment Fund 3, est un succès instantané, levant la somme stupéfiante de 1,5 milliard de dollars auprès de certains des plus grands investisseurs du monde, y compris le fonds de pension de General Motors. Mais ils ne font que commencer. Les stratégies d'investissement de la société s'étendant pour inclure tout, de l'immobilier et de l'énergie à la santé, et ils font sensation dans divers secteurs. Dans les cercles de la haute finance, beaucoup de gens ont un grand respect pour Apollo. Black et son équipe avaient une capacité incroyable à identifier des actifs sous-évalués et à les transformer en investissements
extrêmement rentables, laissant leurs concurrents loin derrière. Mais comme souvent dans le capital investissement, les analystes brillants reçoivent des primes, tandis que les travailleurs ordinaires paient les pots cassés. En conséquence, Apollo s'impose comme l'une des sociétés de capital investissement les plus prospères des années 1990 et 2000, leur nom devenant synonyme d'investissement audacieux et de rendement lucratif. Mais ces années rapprochent également Léon Black de plus en plus de l'influence de Jeffrey Epstein. Les deux hommes se rapprochent un peu de plus en plus. On ignore leur degré de proximité, mais d'après le Wall Street Journal, voici ce que nous savons. 2003 marque le 50e anniversaire de Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell prépare un cadeau spécial pour marquer l'occasion. Elle se tourne vers la famille et les amis d'Epstein. L'un d'eux est Léon Black. Maxwell recueille des lettres de Black et de dizaines d'autres associés d'Epstein pour un album d'anniversaire, et ils sont plus qu'heureux de rendre l'anniversaire d'Epstein vraiment spécial. L'album comprenait des poèmes, des photos et des messages de gens d'affaires, d'universitaires, d'anciennes petites amies d'Epstein et d'amis d'enfance. Epstein est au sommet de sa puissance. Et ce n'est qu'en 2006 que son sombre empire commence à montrer les premières fissures. Les allégations selon lesquelles Epstein avait abusé sexuellement de jeunes filles sont devenues publiques en 2006 et il a été arrêté cette année-là. Comme nous le savons maintenant, il faudra encore plus d'une décennie avant que son monde ne s'effondre. Mais alors que l'empire sombre d'un homme est en déclin, Léon Black est toujours occupé à construire le sien. Il finit par transformer Apollo en une puissance mondiale en 2010. Ils réalisent leur plus grande acquisition à ce jour en achetant la société chimique néerlandaise LyondellBasell pour la somme colossale de 19 milliards de dollars. Cela a favorisé leur expansion mondiale. En 2013, ils acquièrent McGraw-Hill Education, un acteur majeur de l'industrie de l'éducation. En 2016, ils acquièrent ADT, un fournisseur de premier plan de solutions de sécurité et d'automatisation pour les foyers et les entreprises. Alors qu'Apollo fait son entrée sur le marché lucratif de la sécurité domestique, Léon Black est à la barre. Son leadership sans égal et ses tactiques d'investissement impitoyables ont transformé Apollo Global Management en un géant. Il semble à Black qu'il est invincible, mais ce qui va se passer ensuite menace de le faire chuter brutalement. Le monde est sur le point d'assister à une chute catastrophique sans précédent. Le gestionnaire d'investissement, Jeffrey Epstein, a été arrêté pour trafic présumé de mineurs en Floride et à New York. En 2021, une révélation choc ébranle le monde de la finance jusqu'à son cœur. Il se passait ici bien plus que l'affaire Jeffrey Epstein. Léon Black a versé environ 158 millions de dollars à Epstein entre 2012 et 2017. Léon Black a versé environ 50 millions de dollars à Epstein en 2008 après sa condamnation pour sollicitation de prostitution de mineurs. Une société de conseil qui gère ou aide à gérer environ 160 milliards de dollars d'investissement a dit à ses clients de ne pas placer d'argent chez Apollo. La nouvelle crée une onde de choc mondial, l'indignation du public est forte et la frénésie médiatique intense à mesure que de nouveaux détails sur l'association de Léon Black avec Jeffrey Epstein émergent. Qu'a fait Epstein pour Léon Black afin de gagner 170 millions de dollars de sa part? Donc si vous demandez à Black lui-même planification successorale et conseils fiscaux, mais il y a un petit hic, Epstein n'était ni un avocat fiscaliste agréé, ni un expert comptable certifié. J'ai juste fait de la planification successorale et je connais des planificateurs haut de gamme travaillant avec des milliardaires. Qui diable a déjà dépensé 158 millions de dollars pour des services de planification successorale? 170 millions pour des conseils fiscaux venant d'un homme mondialement connu pour le trafic de mineurs.
Mais ce paiement nous amène directement au cœur d'un mystère. Comment un homme sans diplôme en fiscalité est devenu l'un des conseillers fiscaux les plus riches au monde? Au moment de sa mort mystérieuse en 2019, Jeffrey Epstein était un homme fabuleusement riche. 2 îles privées dans les Caraïbes, un portefeuille de résidences somptueuses et environ 380 millions de dollars en liquidités et investissements. Valeur nette totale, 578 millions de dollars. Astronomique pour la plupart des Américains moyens, mais une broutille comparée aux Larry Fink, George Soros et Leon Black de ce monde, des hommes dont la fortune leur donne du pouvoir à l'échelle géopolitique. Pourtant, Epstein était vu comme une des figures majeures des cercles sociaux élitistes. Pourquoi? Comment il est devenu aussi puissant et riche est au cœur de tout le scandale Epstein. La version officielle affirme que les crimes sexuels d'Epstein étaient sans lien avec son activité de conseiller financier auprès de milliardaires. Dans un dossier d'entreprise de 2013, Epstein se présentait comme un financier et homme d'affaires expérimenté et prospère, un entrepreneur ayant créé plusieurs entreprises très rentables, l'un des pionniers de l'investissement basé sur les produits dérivés et les options. C'est ce curriculum vitae que Leon Black a choisi pour lui confier ses impôts et la gestion de sa fortune. Mais les rumeurs dans le monde de la finance racontent une toute autre histoire que celle de Black. L'ex-membre du conseil d'administration d'Apollo a évoqué des paiements pour acheter le silence et cacher des secrets plus graves. Beaucoup pensent qu'Epstein enregistrait secrètement ses puissants invités lors d'actes compromettants avec des mineurs victimes de trafic, puis utilisait ces enregistrements compromettants pour les faire chanter, son activité financière servant de couverture parfaite. Epstein ne se contentait pas de collectionner les relations, il collectionnait aussi les moyens de pression. Son carnet noir n'était pas un simple carnet d'adresses, mais une arme. Les origines exactes de sa fortune restent enveloppées de mystères. Mais il est clair qu'Epstein comptait surtout sur 2 milliardaires. Leslie H. Wexner, fondateur de Victoria's Secret, et le second n'est autre que Leon Black. De 1999 à 2018, les 2 principales entreprises d'Epstein ont généré plus de 800 millions de dollars de revenus. Au moins 490 millions de dollars lui sont directement revenus en honoraires. Wexner et Black ont fourni plus de 75% de ses revenus d'honoraires. Pendant près de 2 décennies, ces 2 clients ont été sa bouée de sauvetage financière. Ce qui signifie que Leon Black n'était pas seulement un client, il était essentiel à l'empire d'Epstein. Il était le client, et lorsque ce fait est devenu public, les conséquences ont été immédiates. La réputation de Black s'est effondrée et son nom est à jamais lié à l'un des délinquants sexuels les plus notoires de l'histoire moderne. C'est Apollo Global Management qui annonce que Leon Black va démissionner de son poste de président directeur général suite à une enquête sur les relations de Black avec Jeffrey Epstein. Il a démissionné de son poste de président directeur général, mais les questions demeurent. Alors maintenant, on se demande combien d'autres ont payé Epstein pour soi-disant des conseils en planification successorale ou en fiscalité. La réponse pourrait bien être imminente. Vous vous rappelez du 50e anniversaire d'Epstein en 2003 et de l'album de lettres rempli de messages d'amis influents? Voici ce que Léon Noir lui a écrit. Blonde, rousse ou brune, répartie géographiquement avec ce filet de poisson, Jeff est maintenant le vieil homme et la mère, amour et baiser, Léon. Alors que la pression augmente au Congrès, l'étendue des liens entre Léon Noir, d'autres et Epstein demeure cachée.